Donc cette fois-ci, un exposé sur le bœuf, donc la voie mâle, et puis sur la voie mâle, voilà, on va centrer vraiment l'exposé autour du bœuf, donc le mâle castré. Alors, constat, problème, en agriculture biologique, il y a trois quarts des mâles qui quittent la filière, principalement sous forme de broutards, qui vont dans les pays frontaliers, étant dressés selon des modalités conventionnelles, en fait, pour produire de la viande maigre, du gibier, du taurine. Alors nous, ce qu'on a souhaité travailler à Tourigny depuis de nombreuses années, c'est la valorisation des mâles sous forme de bœufs. Une production à redécouvrir, voilà. Pourquoi? Parce qu'elle présente théoriquement de nombreux avantages, une capacité à valoriser de l'herbe, en tout cas à avoir des rythmes de croissance adaptés à la production d'herbe. Une production qui permet de maîtriser les charges de structure, malgré des contraintes sur des efforts de capitalisation à faire, qui permet de mettre en place des conduites autonomes et économes, qui, au regard des prix pratiqués par la filière, présente plutôt une stratégie avantageuse, parce que la viande de bœuf est payée légèrement mieux que la viande de femelle au regard de sa capacité à produire des animaux plus conformés. Et surtout, c'est une viande qui est adaptée au marché intérieur, au marché français, parce que, on le verra dans l'exposé, hein, c'est d'un point de vue qualité de la viande, ça se rapproche largement de la femelle qui est le produit le plus consommé en France, voire même ça peut le dépasser. Alors, nous, on s'est interrogé sur la faisabilité technique, en fait, essayer de produire des itinéraires les plus économes possibles, les plus pratiques possibles, faire des démonstrations sur l'intérêt économique de ces bœufs. Alors ça, on l'a passé un peu au travers hein, aujourd'hui dans l'exposé, puis enfin, on s'intéressera plus à la qualité organoleptique. Pourquoi? Parce que en fait, c'est une production qui ne se développe pas tant que ça, alors qu'elle présente de nombreux avantages. Et on veut en fait arriver à amener tous les arguments, enfin la filière en est convaincue, mais les arguments à l'échelle des élevages pour pouvoir mettre ce type de production en place. Donc le postulat ici qu'on a fait sur la conduite des bœufs, c'est d'avoir des itinéraires techniques qui laissent une place assez large à l'herbe. Et ça, c'est notamment permis par le fait d'avoir déjà, quand le veau est sous la mer, d'avoir un sevrage qui se fait assez tardivement. Donc ça permet de maximiser les croissances sous la mer avec le lait de la mer. Ça, c'est un premier élément important. L'autre élément, c'est d'être du coup sur des conduites où on va avoir de la souplesse et on va pouvoir jouer sur le phénomène de croissance compensatrice. Donc le phénomène de croissance compensatrice, c'est le fait d'exposer donc, les animaux à une courte période de restriction alimentaire. Donc typiquement l'hiver, on va les affourager avec des fourrages modestes, du foin, de l'enrubanage. Et quand ces animaux-là, ils sont mis dans des conditions où ils sont non limités sur la partie alimentaire, donc typiquement à la mise à l'herbe au printemps, en fait, ils vont compenser le GFQ qu'ils n'ont pas fait sur l'hiver, ils vont le compenser au printemps. Donc, pour 100 grammes de gagné en plus sur l'hiver, pour 100 grammes de gagné en plus sur l'hiver, voilà, pour 100 grammes en moins sur l'hiver, on gagne 75% ou 75 grammes de plus au printemps. Donc en fait, on réussit à compenser 75% du GFQ qu'on aurait pu faire en plus sur l'hiver, on le compense au printemps. Donc c'est tout à fait intéressant. Dans les stratégies, on cherche à avoir des systèmes qui soient économes et dans des systèmes pâturants. Voilà, l'autre enjeu ici, le postulat, c'est de réussir à produire des animaux finis. Donc des animaux finis, hein, on l'a vu juste avant. Donc c'est des animaux qui sortent en note d'état corporel de 3, donc des animaux qui soient assez gras. Et tout ça donc avec des rations qui soient 100% autonomes, donc au niveau des fourrages et des matières premières qui sont utilisées ici. Donc ici, donc on représente donc l'itinéraire technique pour les bœufs. Donc pour les veaux, à partir des veaux qui sont nés au printemps. Donc voilà, vous avez la conduite naissance jusqu'à l'abattage, avec le détail de l'alimentation et de la courbe de poids de ces animaux. Donc sur la phase naissance-sevrage, on est enfin, naissance-sevrage, on est sur des animaux qui sont au pâturage. Hein. Donc ils ont du lait de leur mère, ils ont du pâturage. Donc on est sur des croissances satisfaisantes hein, de 1220 grammes par jour. Donc au niveau du sevrage, donc on pratique un sevrage tardif et c'est aussi à ce moment-là où va avoir lieu la castration de ces animaux. Donc ces animaux-là, pendant l'hiver, ils sont conduits en bâtiment avec une ration voilà, d'ensilage de céréales protéagineux, avec un peu de foin et un peu de concentré produit sur la ferme. Et dès que les conditions le permettent, ils vont être remis au pâturage. Et on voit que finalement, cette conduite au pâturage, elle occupe une large place sur les phases d'élevage.
Ensuite, sur la phase de finition, donc là, ça va être sur une phase de finition qui va être à l'auge, donc auquel on va proposer ces animaux. Du coup, on va leur proposer donc de l'enrubanage de prés à fleurs variées, complété d'un mélange critical poids fourragé produit sur la ferme. Et donc, finalement, ces animaux, on arrive à les finir entre 30 et 32 mois avec une part d'herbe qui reste assez conséquente et de manière autonome. Sur les animaux nés à l'automne, donc cette fois-ci naissance septembre-octobre, ils ont une complémentation sous la mère sur la phase hivernale avec un petit mélange fermier. Et ils pâturent après le plus tôt possible, donc fin février, début mars, ils sortent avec leur mère. Bien sûr, sur cette phase de premier pâturage, en fait, ils ne sont pas complémentés. Voilà, donc ce qui nous permet de sevrer des veaux relativement lourds, hein, plus de 380 kg, avec de très bonnes croissances sous la mer, supérieures à 1200 grammes par jour. Arrive le premier hiver, et là, on joue sur le phénomène de croissance compensatrice que Pierre a expliqué en introduction. Donc, on a vraiment des croissances très faibles, notamment, je dis une bêtise, là, on est sur l'été. Hein, donc l'été, par contre, on fait un peu comme on peut, clairement. Hein, c'est foin plus prairie. Souvent, donc, on est sur du 200 grammes par jour, on est sur des fourrages très limités, et ça fait suite aussi à la castration. Donc, les animaux, ils sont quand même un peu secoués. Arrive l'hiver, et là, on joue sur le phénomène de croissance compensatrice. Donc, uniquement 500 grammes par jour, avec le même type de ration que Pierre vous a montré tout à l'heure. Ce qui permet une compensation très significative, parce que ces animaux qui font 500 grammes en hiver, derrière, en plein pâturage, ils font plus de 900 grammes par jour. Donc, il y a le vrai phénomène de compensation avec une meilleure allocution des nutriments qui se fait. Et du coup, ça se passe super bien. Et la phase de finition, là aussi, comme pour les veaux nés au printemps, elle se fait sur stock avec une base d'enrubanage, quasiment 8 kg de matière sèche ingérée et 6 kg de céréales distribuées en 2 repas par jour. Alors, ce qu'il faut voir sur ces bœufs, c'est qu'on arrive à faire des choses très bien, hein, notamment en poids vif. Hein, c'est des animaux qui sont abattus à plus de 800 kg, donc on se rapproche des 500 kg de carcasse. Le gros point faible de ces animaux, c'est la phase de finition. Elle dure entre 5 et 6 mois et elle mobilise quasiment 1 tonne de céréales pour arriver à bien les finir. Alors, par rapport à ça, nous, on s'est interrogé pour réduire, en gros, notre coût de production. Et on s'est intéressé sur nos deux itinéraires techniques, comment on fait pour le réduire. Et en se disant, les phases d'hivernage, en fait, qui coûtent alimentation sur stock, qui nécessitent de la mécanisation, on va essayer de s'affranchir de ça en mobilisant ce qu'on va appeler du pâturage hivernal. C'est-à-dire laisser les animaux dehors, voilà. Idéalement avec une ration plein pâturage, à la marge de rajouter à minima un peu de foin, juste pour des questions de régime alimentaire, notamment quand on arrive sur de l'herbe gelée, tout ça, ramener un peu de foin pour ramener de la fibre. L'objectif de ce pâturage hivernal, donc c'est on voit comme une opportunité face aux évolutions climatiques, hein, il fait de moins en moins froid l'hiver. Nous, on joue, il gèle que en fin février, concrètement. Réduire la mécanisation, donc potentiellement réduire l'empreinte carbone de l'activité d'élevage. Hein. Si on s'affranchit d'une distribution, d'une gestion de litière en fait, sur la phase hivernale, on utilise moins de mécanisation, moins de bâtiments, donc on réduit notre empreinte carbone. Et enfin, de se rapprocher toujours, enfin, on ne se rapproche pas parce qu'on l'est, mais d'avoir une autonomie protéique encore plus simple à atteindre, parce que là, avec de l'herbe au pâturage en hiver, on est sur une ration complète, alors que l'équivalent en bâtiment, c'est bien un foin plus de la févrole, donc pâturage hivernal, qui est plus simple d'atteindre l'autonomie alimentaire. Alors, pour traiter de la question en fait, du pâturage hivernal, on a fait ça pendant 3 ans. On a mis les animaux en condition sur 3 types de prairies. Et dans chaque prairie, on a gardé une zone en défense sur la phase hivernale. Donc l'animal pâturait en hiver, on avait une zone en défense dans chaque prairie. Voilà. Et après, au printemps, on avait des animaux qui pâturaient où l'ensemble de la parcelle était récolté. L'idée de la zone en défense, en fait, c'est de voir l'impact de ce pâturage hivernal sur le premier cycle de printemps. Donc, la zone de défense était affranchie de pâturage hivernal, donc on a pu quantifier ces écarts. Donc c'est une ressource qui est assez intéressante. Pourquoi? Parce que c'est des ressources qu'on construit en fait sur l'automne. Comment on arrive à construire ces ressources qui vont être pâturées en hiver? En fait, on implante derrière les moissons, après les moissons, pardon, des colzas fourragés qui sont pâturés du coup à l'automne, à Torigny, ce qui permet de laisser des temps de repousse sur les prairies et du coup de constituer un stock après 103 jours de repousse à l'automne, en début d'hiver, qui correspond à peu près à 1 tonne de matière sèche par hectare. Donc une biomasse du coup qu'on souhaite aller chercher. Et une biomasse avec une très bonne valeur nutritive, hein, 19% de MAT,
0,9 UFM, quelque chose de très intéressant qui a un point faible, bien sûr, c'est le taux de matière sèche. Donc c'est une ressource en fait qui est équilibrée, mais pas très bien valorisée des animaux parce que qui a plutôt tendance à accélérer le transit digestif, donc avec une moins bonne valorisation. Et donc cette biomasse, va-t-on être en capacité de bien la valoriser? Eh bien justement, ici, on s'est fixé un objectif de valorisation donc, au pâturage, donc avec un objectif de, voilà, de 100% de valorisation qui correspond à 4,5 cm de hauteur sortie mesurée à l'herbomètre. Et donc ici, donc, on a fait des mesures en sortie de pâturage des animaux avec une hauteur de sortie moyenne de 5,1 cm, donc qui correspond à un taux de valorisation moyen de 88%. Donc c'est plutôt une bonne valorisation hein, au vu des conditions hivernales. Euh, Si on regarde par quoi est influencé ce taux de valorisation, on voit que forcément, plus donc on a fait de notation hein, sur l'herbe, plus l'herbe va être souillée et plus il y aura de reflux herbacés, plus le taux de valorisation sera faible. De la même manière aussi, il faut aussi prendre en compte, bien sûr, l'appétence de la prairie, sa nature. Euh, il y a aussi un effet de la pluviométrie sur l'hiver, hein, sur la capacité à, justement à maintenir un fourrage qui va être appétant. Euh, et également des notions de chargement instantané. Alors là, dans cet essai, on est sur un niveau de chargement instantané qui est assez mesuré, mais c'est aussi un paramètre qui est important et à prendre en compte. Alors au niveau des performances zootechniques, nous on l'a fait sur plusieurs catégories animales. On l'a fait sur des bœufs limousins de 20 mois, de 15 mois et de 10 mois. D'accord. Et en parallèle, on avait aussi des bœufs issus d'un croisement Angus-Limousin qui avaient entre 15, pareil, les mêmes tranches d'âge, 10, 15 et 20 mois. Donc une grande diversité en fait dans le modèle zootechnique. Ce qui fait que on a des réponses qui sont variables, avec des effets année, voilà, des effets sexe, dans des effets race, pardon, et puis des effets âge. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au regard de cette variabilité, en fait, on n'a pas une réponse claire qui s'en sort. Et du coup, on intègre plutôt la moyenne. Et c'est des animaux qui, en moyenne, vont faire 470 grammes de croissance par jour. Donc, de très bonnes performances sur la phase hivernale au regard des régimes proposés. Donc voilà, une moyenne qui cache une grande diversité liée à la diversité des catégories animales qu'on a sur le troupeau, mais pas de réponse claire sur chaque catégorie animale. Et donc, qu'en est-il de l'impact de ce pâturage hivernal sur la prairie? Donc, pour y répondre, on s'est intéressé au cumul de biomasse, donc en prenant en compte le pâturage hivernal, et ensuite le premier cycle de printemps. Donc ici, vous pouvez retrouver sur la gauche donc, la zone, enfin, le cumul de croissance sur la phase, sur la zone en défend, donc qui n'a pas été pâturée en hiver. Donc là, on est sur voilà, un temps de repousse qui est assez important. Donc quand on a mesuré donc, cette zone en défend, elle a produit 3 tonnes de matière sèche à 13,6% de MAT et 0,95 UFM. Maintenant, donc sur la zone qui a été pâturée, donc sur l'hiver, on a été valorisé 900 kg de matière sèche. La repousse de 78 jours, elle a permis de générer 2,1 tonnes de matière sèche. Donc en fait, d'un point de vue cumul de biomasse, on est sur une productivité qui est équivalente. En revanche, si on s'intéresse plutôt à sa qualité, étant donné qu'ici, ce cycle d'hiver, on l'a vu, il est très riche en azote, euh, on va avoir un effet boost sur la valeur totale de MAT qui va être produite. On va arriver à 15,4% de MAT. Donc au global, en termes de production de protéines par hectare, ce pâturage vernal va avoir un vrai intérêt justement de ce point de vue-là. Et en parallèle, on va aussi bénéficier de restitution au pâturage euh, par les animaux et les déjections sur la repousse. Donc une production équivalente en tonnes de matière sèche, en UF, par contre 20% de protéines supplémentaires grâce au pâturage hivernal. L'autre chose que l'on travaille en fait pour réduire notre coût de production, c'est de travailler sur le bulk grazing, comme une méthode d'affouragement des animaux plus économe qui nécessite de mobiliser moins de mécanisation. Alors pourquoi on a fait ce constat? En fait, c'est sur nos prairies naturelles qui sont pâturées en fait sur la phase estivale. On a des récoltés au printemps et pâturées sur la phase estivale. On a des pertes de rendement notables à Torigny et une détérioration de la composition botanique. Pourquoi? Parce qu'on a un manque d'éléments fertilisants qui arrivent sur site à chaque fois. Parce que c'est des prairies éloignées, et puis voilà, c'est plus simple de mettre les composts et les fumiers sur les prairies proches de la phase. Donc du coup, on s'est dit, tiens, est-ce qu'il y a un moyen, en fait, toujours dans cette optique de tendre un élevage vers un élevage sobre et décarboné,
d'avoir des pratiques d'affouragement plus économes. Et on s'est intéressé au back grazing. Alors, qu'est-ce que c'est que le back grazing? Le back grazing, c'est le fait en fait de récolter du fourrage dans un champ, le laisser dans le champ, de le mettre en fait à disposition de façon raisonnée aux animaux. Et puis les animaux, en fait, dans le champ, ils vont pâturer l'herbe qui est présente et aussi le foin qui est le fourrage complémentaire. Et donc, ça permet de s'affranchir dans le cycle d'alimentation des bovins, du fait de ramener le foin au bâtiment, de prendre le tracteur dans le bâtiment pour ramener le foin à l'auge, de prendre le tracteur pour vider la fumière du bâtiment, pour remplir, encore reprendre le tracteur pour le mettre dans l'épandeur, et l'épandeur aller l'épandre sur la prairie. Donc là, on se met bien dans un modèle avec le back grazing. Le bovin, c'est une barre de coupe à l'avant, un épandeur à l'arrière. Donc par rapport à ça, pour répondre à cette question, on l'a traité d'un point de vue analytique. Donc sur une parcelle relativement homogène qu'on a scindée en trois, avec un témoin. Le témoin, c'est quoi? C'est une parcelle en fait qui est déprimée en fin d'hiver, début de printemps, sur lequel on fait un cycle de foin qu'on exporte, qu'on ramène au bâtiment du coup. Et puis voilà, sur lequel on apporte un apport de compost en deuxième année à raison de 15 tonnes par hectare. Et après, on a deux modalités de back grazing. Une modalité où en fait on va dérouler le foin et le proposer de façon déroulée aux animaux, ou une autre modalité pour potentiellement réduire la pénibilité du travail, c'est modeste hein, ça, c'est de laisser les balles en fixe, d'enlever juste le filet, de les laisser à disposition des animaux. Donc on travaille en fait avec des filaments pour mettre à disposition quotidiennement une nouvelle partie de la ressource. Par rapport à ça, donc, on a fait des travaux pour quantifier le taux de valorisation, les performances zootechniques, l'évolution de la flore, la productivité de tout ça et la valeur nutritive. Donc en termes de, voilà, de dispositifs, donc là on est sur quelque chose, sur un affouragement qui est vraiment rationné. Donc on met une importance à valoriser du fourrage, hein, c'est quelque chose qui a un coût. Et donc justement, ici, une unité fourragère, donc une botte, elle doit correspondre à 90% de l'ingestion théorique du lot. Donc c'est une, voilà, on parle d'adéquation besoin et offre. Donc typiquement ici, on a pâturé avec un lot de 15 à 18 bovins en croissance, donc de 10 à 22 mois, avec une distribution tous les 2 jours. Donc en fait, vous pouvez voir ici sur le schéma, tous les 2 jours, on offre une nouvelle botte avec un nouveau paddock avec un petit peu d'herbe à disposition. Et donc ensuite, on s'est intéressé donc, au taux de valorisation de cette herbe et de ce fourrage. Et donc vous avez la comparaison donc, des deux modalités. Donc en bleu, la modalité où on déroule le foin, et en orange, la modalité où le foin est posé en fixe. Donc voilà, on a une hauteur entrée dans le paddock qui est de 10 cm, hein, ça correspond à la repousse du couvert estival sur l'été. Et vous avez du coup également les kilos de matière sèche de foin qui ont été distribués aux animaux. Donc voilà, on a offert des petites bottes hein, de 200, autour de 200 kilos pour 2 jours, donc pour un lot de, voilà, de 15 animaux. Donc en offre, ça fait à peu près 22 à 23 kilos de. Ensuite, on a quantifié les refus de ces animaux par estimation visuelle, donc avec une grille, de manière à déterminer le taux de valorisation de ce fourrage-là. Et ce taux de valorisation des fourrages, il se situe autour de 90% pour la modalité déroulée et à 85% pour la modalité fixe. Donc ce sont des très bons taux de valorisation des fourrages qui sont en fait similaires, voire meilleurs à ce qu'on peut avoir au râtelier. C'est déjà un élément intéressant. Ensuite, on s'est intéressé à la performance zootechnique des animaux qui ont été conduits en back grazing. Et donc ces animaux-là, ils ont eu, suivant les deux lots, des performances équivalentes. Voilà, on se situe sur des performances autour de 450 grammes de GFQ par jour, donc c'est cohérent avec la valeur des fourrages qui leur ont été offerts. Sur les taux de valorisation, on a essayé de regarder qu'est-ce qui pouvait faire varier les taux de valorisation. Et il n'y a pas grand-chose, il n'y a qu'un truc, c'est les conditions climatiques. Quand il pleut, on a tendance à avoir de moins bons taux de valorisation, parce qu'on a du fourrage qui est potentiellement souillé, et des animaux qui utilisent ce fourrage déroulé ou mis à disposition comme litière. Voilà, ça reste très faible, parce qu'on est toujours sur les taux de valorisation, minimum 70%, une journée 75%, donc ça reste de très très bons taux de valorisation. On va recentrer les choses sur les performances zootechniques.
On a fait ça pendant 3 années avec 3 catégories animales, comme Pierre l'a dit. On a regardé, donc on a vu, hein, Pierre l'a dit, pas d'effet modalité. Par contre, on a vu un effet année. Voilà. Il y a une année, en 2022, ça a tourné à 744 grammes par jour. 2023, 80 grammes par jour. Et 2024, 580 grammes par jour. Alors pourquoi en 2023, 80 grammes par jour? Nous, on en joue en 2023, l'été, il a plu. Et on n'est pas habitué à ça. Et du coup, on n'avait pas anticipé une chose, c'était de déparasiter les animaux. Donc, on a des animaux qui étaient parasités, qui n'ont pas exprimé leur plein potentiel, en tout cas au regard de la ration distribuée, ce qui explique ces 80 grammes en fait, de croissance. Donc, ça, c'est notre faute, c'est notre responsabilité. Bon, ça a un peu truqué l'essai. Et par contre, on a vu un effet âge. Il y avait des 22 mois, des 16 mois et des 10 mois. Et en moyenne, les 10 mois, ils n'aiment pas trop ça. Pourquoi? Parce qu'on est sur un modèle quand même limousin ou croisé angus-limousin. C'est des animaux à cet âge-là qui ont une très faible capacité d'ingestion. Ça ne fait pas partie des qualités de la race limousine, hein, la capacité d'ingestion. Et donc, avec un fourrage très grossier, ça fait un fourrage avec beaucoup d'encombrement, donc peu d'UF ingéré. Ce qui explique pour les animaux de 10 mois des croissances de 130 grammes par jour. Alors pour les 16 et 22 mois, en moyenne, on est plutôt à 533 et 588. Et quand on s'affranchit de ces deux donc, conclusions, hein, voilà, le backgrazing estival avec du foin, ne pas le faire avec des animaux de 10 mois, clairement. Donc quand on s'affranchit de ces deux problèmes, qui font partie des résultats, et ben, on a des super performances en fait. Les animaux, ils tournent plutôt entre 787 et 771 grammes par jour. Donc on est sur des animaux bien déparasités, hein, qui ont entre 16 et 22 mois, et tout se passe très bien. Et donc on voit bien que la réponse zootechnique répond bien à l'alimentation, c'est une base point, mais complémentée par voilà, 9 cm d'herbe, hein, donc riche en azote, celle-là, ce qui fait qu'on a une belle expression du potentiel des animaux. C'est moi qui continue. Allez, je continue. Donc, l'impact sur la prairie, on improvise un peu là, donc ça va, il n'y a pas tout le monde. Donc, on a les cumuls de biomasse, en fait, entre il manque le dernier printemps, en fait. On est à l'automne 2022 et l'hiver 2024. Et là, c'est le cumul avec le dernier printemps. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en cumulé, en fait, les modalités avec du back grazing font qu'on a des rendements supérieurs. 7,3 tonnes de matière sèche dans le cas du back grazing déroulé, 6,7 dans le back grazing fixe et 6,3 dans notre témoin. D'accord? Donc ça, c'est les 2 premières années. À l'issue des 2 premières années, vous vous rappelez, dans le témoin, on a dit qu'on apportait 15 tonnes de compost. Ça correspond à un apport classique, en fait, d'une prairie pour se mettre voilà, dans une bonne conduite. Donc quand on apporte nos 15 tonnes de compost, et qu'on fait le bilan à la fin de l'essai en termes de biomasse, eh ben, on se rend compte qu'on a produit exactement la même quantité de biomasse dans chacune des modalités. Sauf que dans la modalité compost, on a fait du foin, on a exporté du foin, on a géré les animaux dans un bâtiment, on a ramené du fumier. Voilà. Donc en termes de temps de travail, celui-là est beaucoup plus contraignant, alors que là, on a vraiment utilisé notre modèle animal comme un valorisateur de matière organique, un convertisseur, de matière organique. Et enfin, le dernier truc intéressant, c'est sur la valeur nutritive. Valeur nutritive des fourrages. Là, vous avez la valeur nutritive du fourrage dans le cas du backgrazing déroulé, là, dans le cas du backgrazing fixe, et là, dans le cas du témoin. Vous avez la valeur en vert de l'herbe pâturée à l'automne. Dans le cas d'un backgrazing déroulé, on va chercher une herbe quasiment à 15 de MAT. Dans le cas du backgrazing fixe, on va être légèrement en dessous, mais voilà, très proche de 15. Par contre, dans le témoin, on est qu'à 13,5. Enfin, on est qu'à 13,5, c'est quand même correct. Donc, du coup, là, il y a un effet sur la MAT cumulé de cet apport de matière organique sous forme de bouse et pissa qui profite en fait à une bonne valeur de l'herbe sur le cycle suivant. Et enfin, on a fait la même chose sur les foins récoltés en moyenne. Et là, sur les foins récoltés, pareil, on a un écart. 6,4 de MAT, 6 de MAT dans le cas du backgrazing et 5 de MAT dans le cas du témoin. Conclusion, en fait, l'apport de matière organique via le backgrazing direct de pousse et de pissa est favorable en fait à la valeur nutritive. Alors, c'est des tendances qui sont à confirmer quand même dans la suite de l'essai, parce que cet essai il est encore conduit à Torigny, enfin, on poursuit, de manière à voir si ça se tient dans le temps. Donc, le backgrazing, est-ce que c'est chouette? Bon, il y a une faisabilité opérationnelle. En fait, dérouler du foin, ce n'est pas un problème physique. Enfin, voilà, vraiment, tout le monde peut le faire. C'est très simple, c'est juste de l'organisation. On a des taux de valorisation qui sont très satisfaisants, 90% en déroulé. On a déjà fait des notations, quand on met du foin dans un râtelier, il y a 25% de gaspillage. Donc on a moins de gaspillage avec du foin déroulé. Pourquoi? Parce que les animaux ils sont moins en concurrence autour de la ressource.
Donc, en fait, ça se passe beaucoup mieux. Ça, c'est un truc qu'on n'imaginait pas au départ, mais on l'a mesuré, donc c'est vrai. Les performances zootechniques, elles sont chouettes hein, pour des bœufs. Ça permet de faire des croissances en été. On avait vu hein, dans les premières coupes qu'on nous a montré qu'en été, on était un peu, des fois c'était un peu tendu. Bah, là, on est à 700 grammes par jour. On a un effet sur la productivité à confirmer, en tout cas qui permet de réduire l'astreinte de travail quoi, pour les bœufs. On n'a pas beaucoup d'effet sur la flore, ça on ne vous l'a pas montré, et on a un impact sur les valeurs du fourrage. Et ces travaux, on les poursuit et, depuis cette année, et cette fois-ci dans un dispositif. Voilà. Pour voir du coup si la réponse, déjà si c'est possible d'aller faire un GRF d'enrubanage, donc un fourrage plus humide dans ces conditions-là, et surtout de voir si on peut encore augmenter les performances zootechniques. Donc voilà, ces deux techniques d'affouragement qui vont faire évoluer un peu les deux itinéraires techniques qu'on vous a présentés en introduction, parce que maintenant, il faut qu'on les introduise dans nos modèles et de voir ce que ça donne. Alors pour terminer, on voulait vous montrer ça. Donc c'est une petite synthèse hein, des animaux. C'est pour toi, ça, Pierre? Non, c'est bon. Allez. Sur les bœufs nés au printemps et ceux nés à l'automne en termes de performance. En début d'engraissement, donc on est sur des animaux qui ont 27 mois. La durée d'engraissement est un peu plus courte pour ceux nés au printemps par rapport à ceux nés à l'automne. Pourquoi? Parce que ceux nés au printemps, en fait, font suite à un hiver, donc il y a aussi un phénomène de compensation qui fait que globalement, ils ont de meilleures performances. Effectivement, sur la phase d'engraissement, on est plutôt à 1351 pour ceux qui sont nés au printemps, contre un peu plus de 1000 grammes pour ceux nés à l'automne. Donc ça, c'est en fonction d'où ils se positionnent en fait dans le système fourragé. À l'abattage entre 31 et 32 mois, ça fait des carcasses très très lourdes, hein, 497, 492 kg de carcasse. On peut le dire aujourd'hui, c'est des carcasses trop lourdes. Hein. On vous invite à venir à l'exposé d'après. Pourquoi trop lourdes? Parce que des entrecôtes comme ça, il n'y a plus personne qui en mange. Voilà. Puis en agriculture biologique, dans l'acte d'achat, acheter une entrecôte grosse comme ça, et ça coûte trop cher. Au regard du pouvoir d'achat des gens, ça n'a plus trop de sens. Voilà. On a des très bons rendements carcasses, très bonne conformation, c'est super bien payé. Alors ça, c'est les prix jusqu'à il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est les animaux, on est à plus de 7,50 €. Voilà. Alors, on ne met pas à jour de diapo sur le prix parce que ça change toutes les semaines. Donc voilà, on attend un peu pour que ça se stabilise. Voilà. Ce qui en fait une production en fait, d'un point de vue technique et économique, mais ultra pertinente, d'autant plus avec ces prix qui vont vers nous. Et du coup, est-ce une viande de qualité au regard de la demande du marché français en bio? Eh bien, en France, qu'est-ce qu'on consomme? On va plutôt consommer de la femelle, donc des vaches qui sont donc des vaches, donc des animaux qui sont assez gras, des animaux qui vont avoir une couleur de viande qui va être très rouge, une viande qui va être également tendre. Et donc finalement, le bœuf, enfin les bœufs, hein, comme on l'a vu ici, ça peut présenter tel que c'est conduit en élevage, une assez grande hétérogénéité. Une hétérogénéité, pourquoi? Parce que les gammes d'âge à l'abattage, elles peuvent être assez larges. On l'a vu ici, hein, on peut produire des bœufs rajeunis entre 30 et 32 mois, mais souvent aussi dans les pratiques, on peut retrouver des bœufs qui vont être engraissés et abattus à plus de 4 ans. Donc ça présente quand même une assez grande hétérogénéité à ce niveau-là, et également une hétérogénéité au niveau des niveaux d'engraissement. Voilà. Et donc, pour répondre à ces questions de qualité de la viande, on a comparé la qualité organoleptique obtenue avec de la viande de bœuf à des jeunes vaches finies, donc des jeunes vaches limousines. Et donc, en termes de régime d'engraissement, vous pouvez retrouver les bœufs en bleu et les vaches en orange. Et voilà, on est sur des régimes d'engraissement qui sont assez similaires. À peu près 8 kg de fourrage ingéré, 4 kg de trigal poids et un petit peu de févrole pour amener de la protéine. En termes d'UF consommé, également, on se rapproche des 10 UF et on est sur une densité énergétique qui est équivalente. Au global, sur les consommations de fourrage, on est sur à peu près 1,2 tonne. Sur les consommations de céréales, on va les mobiliser près de 800 kg de matières premières. Et donc, voilà. Comme on le rappelait tout à l'heure, après 15 années de recherche sur les régimes d'engraissement, il y a vraiment cette importance sur la densité énergétique. Finalement, on a vu qu'il y avait une gamme de régimes d'engraissement qui était assez large, avec une conduite qui va être ici qui va être finalement assez équivalente à ce qu'on fait sur les vaches. C'est-à-dire que c'est un côté plutôt pratique parce que vache et bœuf, ils peuvent être conduits ensemble, il n'y a pas de problème. Alors, vache et bœuf, il y a quelques réponses quand même zootechniques qui peuvent être différentes.
c'est au niveau du GMQ. Une vache, en moyenne, en tout cas dans l'essai qu'on a fait, en fait, on a voulu comparer la qualité de la viande issue de bœuf à celle issue de vache. Donc on les a mis exactement dans les mêmes conditions. Donc le même régime d'engraissement, sur le même pas de temps, enfin ensemble. Et effectivement, avec le même régime, un bœuf il va tourner en moyenne à 1128 grammes par jour de croissance sur toute la durée de finition, et une vache va être, en tout cas dans cet essai, à 769 grammes par jour. Donc ça, pourquoi ça s'explique? Parce que là, on se rapproche d'un animal adulte, là, on est sur un animal jeune, donc jeune qui a encore beaucoup de croissance à faire, beaucoup de potentiel de croissance à exprimer. Et puis là, on est à droite, on est sur une femelle, et là, on est sur un mâle. Et sur un mâle, malgré la castration, il y a quand même un petit effet testostérone qui va faire quand même plus de croissance. Au niveau des poids de carcasse, dans cet essai, les vaches, on est à 432 kg et les bœufs à 462 kg de carcasse. L'objectif étant d'avoir des notes d'état à l'abattoir de 3. Donc on voit qu'on a toujours eu le 3. On a un effet rendement à l'avantage des bœufs parce qu'ils sont toujours plus conformés. Et puis du coup, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, et ça c'est hyper important, c'est que l'efficience alimentaire, elle est toujours à l'avantage des bœufs par rapport aux femelles. Ce qui fait que dans un système viande bovine naisseur-engraisseur, un éleveur, il a tout intérêt à maximiser son taux de finition, notamment sur la voie mâle, parce que c'est des animaux en fait qui convertissent beaucoup mieux l'énergie ingérée en kilos de viande. Donc, il vaut mieux avoir plus de bœufs et moins de vaches. C'est comme ça qu'on produira de la viande de façon plus économe. Ça, c'est des choses qu'on a déjà publiées, qu'on ne va pas passer ici. Et enfin, pour terminer, c'est au regard de ces performances, c'est de voir l'impact sur la qualité organoleptique de la viande issue de bœuf et celle issue de vache. Parce qu'effectivement, bah ouais, il y a beaucoup de préjugés sur la viande de bœuf, ce que Pierre disait, c'est très hétérogène, tout ça, voire c'est pas bon. On a quantifié, on a vu. Donc on l'a fait avec l'Institut de l'élevage de la Haute-Villers-Bocage, en fait, qui dispose d'un panel de consommateurs experts et qui est capable de discriminer la qualité organoleptique de la viande. Donc il y a des notations qui sont faites, couleur, odeur, jutosité, tendreté, flaveur, persistance aromatique. Et donc vous avez ça sur ce diagramme qui est représenté, c'est des notes qui vont de 0 à 10. Donc globalement, bah, en orange, vous avez les vaches et en bleu, vous avez les bœufs. Qu'est-ce qu'on voit? C'est des viandes très similaires qui se différencient sur deux choses. Mais ce n'est pas significatif, mais quand même une tendance. Le bœuf est légèrement moins rouge que la vache. Ça, voilà, en France, on aime bien la viande bien rouge. Bon, c'est des experts qui l'ont vu, mais concrètement, voilà, c'est ça. Et par contre, sur les aspects de tendreté, le bœuf est légèrement plus tendre que la vache de réforme. Voilà, alors qu'il s'explique juste par les effets de conformation. On a vu que c'était plus conformé. On sait que la tendreté, elle est corrélée à la conformation et aussi à l'âge. Donc, des animaux plus jeunes, plus conformés, et ben, ça fait des animaux plus tendres. Donc, du coup, il n'y a pas de souci, quoi. Le bœuf, c'est une viande de qualité. Alors, ça reste du bœuf bien conduit, hein, engraissé entre 5 et 6 mois, avec des céréales. Enfin, voilà, tous les fondamentaux de la phase de finition sont respectés. Et en fait, la marge, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, la marge sur coût alimentaire, en fait, par kilo de croix, elle est plus importante sur le bœuf au regard de son efficacité alimentaire par rapport à la vache de réforme. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur la valorisation des mâles. Sur les alternatives à l'échelle de la valorisation du fourrage pour réduire les coûts de production sur ce modèle animal, c'est quand même un modèle animal qui a énormément de robustesse, qui tolère beaucoup de choses, sur lequel on peut tenter beaucoup de choses, qui peut être conduit en plein air, concrètement, que la phase de finition, elle n'est pas compliquée, parce qu'en fait, il faut copier ce qu'on fait sur les femelles de réforme, et sur des aspects qualité, donc pour rassurer des filières ou pour rassurer des gens qui sont en vente directe, un bœuf bien conduit, bien engraissé, produira une viande d'aussi bonne qualité que la vache de réforme. Voilà, donc, je vous remercie pour votre attention, et on peut prendre un temps de questions. J'ai une question en ligne. Donc, pour le pâturage hivernal et le bad grazing, comment est géré l'abreuvement? Est-ce qu'il n'y a pas trop de dégradation de la prairie autour des points d'eau? Alors, sur le pâturage hivernal, on est sur un chargement faible, ce qui permet du coup d'avoir quand même une grande surface pour les animaux et du coup un rythme de pâturage avec un changement de paddock tous les 7 jours. Donc le problème de l'abreuvement, ça va. L'abreuvement est toujours situé dans une zone plutôt portante, hein, on ne met pas en bas d'une parcelle, tout ça, donc on n'a pas de problème. Sur le backgrazing estival, on est sur des conditions très séchantes. Donc là, on va changer tous les 2 jours. L'abreuvoir, il va changer tous les 10 jours.
avec une notion de fil avant, fil arrière. Donc, dans des conditions estivales, il n'y a pas de problème. Par contre, nous faisons actuellement des travaux sur le valgazing hivernal. Et là, avec des changements tous les 2 jours. Et là, la gestion du point d'eau est beaucoup plus complexe, effectivement, avec des zones qui peuvent être souillées, parce que les animaux reviennent au même endroit régulièrement, toujours au même endroit, avec des chargements instantanés très forts. Et donc là, ça peut être problématique. Mais au regard de ce qu'on vous a présenté dans l'exposé, aucun impact, aucune contrainte liée au point d'eau. Vous disiez que du coup, là, comme ça a l'air concluant, vous réfléchissiez à modifier votre système, j'imagine, de rotation entre les prairies, enfin de rotation du pâturage des animaux dans les prairies. Est-ce que ça demande d'avoir un parcellaire vraiment un peu organisé, comme si on faisait du pâturage tournant, pour pouvoir justement gérer au fil en permanence? Oui. Oui. C'est sûr. Il faut vraiment que le pâturage soit au cœur du système. Quand on va sur des techniques d'affouragement comme celle-là, c'est obligatoire. Il faut que l'éleveur soit motivé, notamment pour aller bouger tous les 2 jours les animaux. C'est évident. Merci. Moi, j'avais 2 petites questions. La première, c'est sur la différence entre la production des bottes que vous faites à l'hectare et ce que vous laissez à l'hectare. En gros, tu dis on les touche pas. Est-ce que factuellement tu les touches pas ou est-ce que vous les brassez un peu quand même? On les brasse, on les redispose, on va dire, de façon qui nous arrange pour la distribution. Mais sinon, c'est les bottes récoltées sur une parcelle Que tu laisses sur la qu'on partie. laisse sur la même parcelle. Donc, concrètement, là, on les voit les bottes, 1, 2, 3, 4, 5, on les devine, ouais, on ne voit pas trop sur la photo. Donc en fait, elles sortent de la presse, elles sont réparties de façon pas aléatoire, quand la presse est pleine. Nous, on réagence ça parce qu'on sait comment on va faire nos dispositifs. Et en fait, la taille des paddocks est une résultante du nombre de bottes récoltées sur la parcelle. Si on récolte 10 bottes sur la parcelle, on coupe en 10. On aligne les 10 bottes avec le même écart pour un peu avoir la même répartition. Et c'est ce que Pierre disait, en fait, c'est qu'une unité fourragère, une botte de foin, doit satisfaire 90% de la gestion théorique. Donc ça, c'est la base. Satisfaire 90% de la gestion théorique à un bovin, c'est bon, il va être en forme, il va être bien, il n'y a aucun problème. L'herbe, c'est du bonus, c'est le dessert. Concrètement, c'est le dessert. Donc il n'y a jamais de problème, en fait. On ne régule pas en fonction de l'herbe disponible, mais on régule en fonction de la quantité de foin. Et donc, ça reste, l'idée, c'est de rester sur un circuit fermé, faire l'auto-fertilisation, photosynthèse quand même. Et du coup, la deuxième question, c'était sur les différences déroulées ou laissées en fixe. Moi, j'avais une question assez naïve, mais est-ce que tu avais plus de variabilité infra-lot sur celle qui était en fixe versus celle déroulée ou pas du tout? On a les dominés qui mangent moins, quoi. En fait, il n'y a pas l'écart type dans vos. Oui, il n'y a pas d'écart type. Mais non, si on ne l'a pas mis, c'est qu'il ne le mérite pas. Donc, c'est qu'il n'y avait pas de variabilité. Non, mais sinon, on les met, tu as raison, Emile. Sinon, c'est vide. Mais là, ils ne sont pas, c'est parce que ça, pour aérer, hein, voilà. C'est ça le plus simple à lire. Voilà. C'est pour ça qu'on ne les met pas. Et non, il n'y a pas de variabilité. Il n'y a pas de variabilité. Vous avez tous oui. l'accès et oui. vous arrivez tous à bouffer. Et même dans la réponse zootechnique, en fait, la variabilité qu'on vous a présentée, dans une classe d'âge, il n'y avait pas de variabilité. Oui, bien sûr. J'essaie de regarder des points là, voilà. Mais là, on voit que les 10 mois, donc ceux qui ont le moins d'ingestion, en fait, sur les GMQ, en fait, on n'a pas d'effet modalité. Oui, c'est ta moyenne est la même parce que ceux qui sont dominants bouffent plus et ceux qui sont dominés bouffent moins. C'est pour ça que je fais confiance. Ouais. Et ce qu'on a fait aussi pour un peu vérifier s'il y a de la concurrence, c'est de faire des notes d'état, des scores de remplissage du rumen. Et donc, avant distribution et après distribution, on fait des notes visuellement sur un nombre significatif d'animaux pour voir est-ce qu'on a un effet ingestion suivant la catégorie d'âge. Il n'y a aucune différence. On a même filmé, c'est en cours. On met une caméra en poste fixe pour voir, après on arrive à suivre les bovins pour voir si on a qui est non dominés. Alors, après ici,
on reste sur des animaux qui sont quand même assez développés et donc quand même qui ont de l'ingestion. Et donc il y a peut-être un seuil, on ne peut pas mettre non plus 40 bovins de 10 mois autour d'une même botte parce que là, physiquement, ça ne sera pas possible et il y aura forcément la concurrence. Ça va être une troisième question. Du coup, vous n'avez pas parlé de l'impact, parce qu'il n'y a pas le temps, sur le sol, le biodive, etc., sur la biodiversité floristique, sur les différentes modalités, vous avez des choses. Sur la composition floristique, à l'heure actuelle, on n'a pas eu d'effet. Enfin, dans un tri simple, graminées, légumineuses diverses. Ouais. Il n'y a pas d'évolution significative. Clairement. La répartition est assez constante. Ce qui est un peu frustrant. On s'attendait à avoir un effet. On mise plutôt sur un effet cumulatif de la technique. C'est pour ça qu'on poursuit les stocks. On est parti d'une situation initiale très pauvre, avec un sol qui ne fonctionnait pas aussi parfaitement. C'est les couleurs, là, c'est les différents dessins. Voilà. En vert, c'est les graminées. En violet, c'est les légumineuses. Et en rouge, c'est les diverses. Il n'y a pas de légende. Il n'y a pas de légende. Ah oui, c'est vrai. On reste à Torigné. Si on a fait ça dans ce cadre-là, c'est des prairies qui étaient vraiment en souffrance, quoi. En souffrance. On les a peut-être emmenés trop loin en souffrance, et donc il va falloir du temps pour remonter le niveau. On est sur des prairies de base à très faible niveau de productivité. Quand on fait 4 tonnes de production par an, on est hyper content. C'est un très très faible potentiel. Vous n'avez pas voulu sursommer? Bah non, du coup, on veut un seul effet. On ne peut pas coupler deux effets. Donc il n'y a qu'un seul effet qui est testé. Et du coup, l'autre point sur la fertilité du sol, donc on a fait des analyses de sol en début d'essai. Et donc là, on continue à suivre l'impact sur l'année d'après sur le cumul de rendement. Et on va aussi réaliser des analyses de sol pour voir un effet, notamment les filements sur la qualité des matières organiques et sur les teneurs en éléments minéraux. Après, en fait, bon, concrètement, le fait de pâturer en paddock, le premier élément qui est assez marquant, c'est la répartition des bouses. Et on va réussir à recharger de manière homogène la parcelle avec la matière organique qui est fraîche et qui va être pleinement disponible pour la vie du sol. La question c'était est-ce que la quantité de compost restitué suffit pour compenser l'épicerie à l'épouse? Là, l'objectif, c'est de comparer deux pratiques. C'est pas potentiel. C'est toutes choses égales par ailleurs. C'est pas ça qu'on a cherché. Sinon, on aurait mis plus du compost. Enfin, il n'aurait pas fallu mettre du compost. Il aurait aussi fallu mettre du compost. Parce qu'on a un problème d'azote même. Donc, on compare bien trois pratiques. Une pratique, j'exporte et j'amende tous les 3 ans. À une autre, je suis en circuit fermé avec deux modalités. La deuxième question, c'était par rapport à la maîtrise du parasitisme. Qu'est-ce que vous recommanderiez pour vérifier? Faire des pesées régulièrement pour voir si les animaux décrochent et ensuite déclencher des coproscopies pour voir le niveau d'infestation des animaux et puis de l'observation avant la phase de valgrésie. Là, ça s'est passé en été. Il y avait du monde en vacances en été, tout simplement. Et la période d'observation a été loupée par certains. Voilà. Vraiment, c'était surprenant, celui-là. Oui, mais j'avais. C'est pour confirmer. Donc, vous faites une botte, une section dans la parcelle, c'est ça? Oui. Donc, ce qui correspond finalement bien pour 15 animaux. Oui. Parce que là, c'est un peu ça, pour atteindre 90% de. Oui, je sens théorique. Donc, c'était une confirmation. Et la question, c'était après sur la pratique de gestion de la prairie. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'il y a du passage de herse, des choses qui. Rien. On a poussé le truc au maximum. Rien n'est fait. Donc il y a la fauche, la récolte, et après c'est que les vaches. Voilà. Ouais. Et du coup, quand tu es en non déroulé et que tu passes avec le tracteur un peu trop vite, tu te fais secouer. Voilà. Mais on a pris le dispositif jusqu'au bout. Dans le cas de dispositif en ball grazing hivernal, on va remettre un coup de herse sur les zones où il y a le ball grazing en fixe. Parce que sinon, c'est une catastrophe. Voilà, en été, les conditions de pâturage sont quand même très bonnes. Enfin,
Oui, c'est en 10-20 mm, mais c'est sur de la prairie naturelle. Le problème, très pratique, c'est ça. Et les sangliers, ils aiment beaucoup ça l'automne suivant. Et du coup, on se fait secouer au printemps quand on fait le vent. Ah, donc c'est plutôt les sangliers qui. Ouais, en fait, c'est plutôt les sangliers. Ouais. Parce que les taux de valorisation, ils sont bons, donc on ne laisse pas de la biomasse. Ou peu qui est resté, ça va, quoi. Mais c'est les sangliers, du coup, qui vont chercher, parce que pour plus, c'est riche en verre, en dessous, et les sangliers, ils aiment beaucoup ça. Sur cette cellulaire, on a une population de sangliers qui est quand même assez développée. En plus, les chasseurs sont pas très bons en tout. C'est vrai en plus. D'accord, merci. Bonjour. Est-ce que vous avez fait des calculs de charge de mécanisation et d'empreinte carbone comparés entre les témoins et les deux autres parcelles? C'est en cours. C'est en cours. Oui, l'économie, hein, c'est évident, mais c'est même fait, mais j'ai pas le chiffre en tête. Et temps de travail. Alors, temps de travail, on l'a pas fait. On l'a pas fait, on le fera par modélisation. Voilà, nous on l'a pas fait en tant que tel avec le chrono. On passe plus de temps à se déplacer pour aller sur la parcelle, car réellement, est-ce que dans la parcelle, il y a plus animaux? Ouais. Et pareil, c'est des parcelles qui sont à 7 km de niveau de la ferme. Ça merdier. Enfin, tu fais la même chose à côté du bureau, bah, bon, voilà. Donc c'est pas si simple comme calcul aussi à faire. Mais on le fera par modélisation, ça c'est. Même plus globalement, on l'a vu tout à l'heure sur les résultats, sur le vite, la conduite et les croissances. Il y a un impact de transition alimentaire. On continue sur l'été à avoir de l'herbe, donc un fourrage vert, et donc ça a sûrement de l'impact derrière, en tout cas sur les croissances qui suivent, ces animaux-là, en fait, ils vont ensuite pâturer des colzas fourragés. Et sur le colza fourragé, les croissances sont vraiment très bonnes. Donc, on peut avoir une forme de croissance compensatrice dans le cas où les animaux font des croissances moindres en bac grisé. Parce qu'on est quand même sur un milieu où les valeurs nutritives des fourrages et de l'herbe sont vraiment très modestes, hein, on l'a vu. Qu'est-ce que vous allez retenir pour généraliser la technique entre la modalité étalée ou en mode? Eh ben, on déroule. On déroule pour. Potentiellement, il y a moins de problèmes de verre derrière, enfin, moins de problèmes avec les sangliers. Voilà. C'est pas désagréable à faire concrètement. Enfin, voilà, en tant qu'opérateur, quand on le fait, c'est plutôt comme quelque chose d'agréable. Vous nourris des animaux, tu nourris en silence. Pour observer les animaux, c'est super, parce que quand tu déroules, ils se déplacent. Voilà, on les voit se déplacer. Donc il y a tous. Bon, moi, j'appelle ça, c'est le métier d'éleveur, en fait, c'est cette observation et le fait de faire ça en silence avec eux, c'est quand même assez confortable. Donc aujourd'hui, c'est plutôt la modalité qui est retenue, même si on voit qu'en absolu, hein, dans les données, l'effet il est très modeste. Aussi, peut-être dans les précautions à avoir, sur le dimensionnement, faut quand même avoir des lots assez conséquents pour réussir à consommer la botte rapidement. Là, c'est tout l'enjeu, il faut que la botte soit consommée en moins de 2 jours, voire 24 heures en hiver. Et donc, le poids des bottes est important. Ici, le poids moyen des bottes, on est autour de 200 kg. Et donc, voilà, ça nécessite d'avoir aussi du matériel, des presses, où on est capable d'aller réduire la taille de la botte, donc avec chambre variable, et aussi d'avoir, alors, c'est un peu moins vrai en été, entre la récolte et le pâturage des bottes, mais il peut pleuvoir sur les bottes, et donc c'est important d'avoir une botte qui est assez dense pour que l'eau elle s'infiltre moins facilement s'il pleut. Voilà. Autre question, par rapport à l'extrapolation de la technique du bandrising estival, est-ce que vous auriez des recommandations, des points de vigilance par rapport au choix de la race et par rapport au territoire, aux conditions climatiques, altitude, etc. En hiver, non, pas de problème. Choix de la race, c'est toujours la question. Oui, bon, en été, ouais, aucun. Ah, pardon. En hiver, en été, du coup, aucun problème, quelle que soit la zone géographique. La race, bon, théoriquement, qu'est-ce qu'on peut se dire? Plus on a une race qui a une capacité d'ingestion importante au regard du poids vif, plus c'est simple, parce qu'on est sur du fourrage grossier. Voilà, plus on a une race qui ingère, mieux ça se passe. Nous, on fait des limousines, des croisés.
Ça se passe très bien, ça fait pas partie du point fort de la race limousine, la capacité d'ingestion. Et ça se passe très bien. Bon, moyennant, voilà, un bon dimensionnement du truc au départ, quoi. Et dans la préconisation, s'il y a parce alors, si, il y a deux choses. Il y a deux choses. Les bovins, il faut les éduquer à ça. Ils le comprennent très vite, mais pas le premier jour. Le premier jour, on déroule du foin, ah ben, c'est super, on fait la fête, on s'allonge là-dedans, on se gratte, c'est super. Bon, eh ben, quand ils comprennent qu'ils ont que ça à manger, en 3 jours, c'est réglé. C'est bon. Donc il y a quand même cette phase d'éducation. Et puis après, il y a. Bon, nous, on est dans une ferme expert, on passe tout dans tous les sens, tout ça, donc voilà, satisfaire 90% de la gestion théorique, bon, ça se fait, on ne se trompe pas trop. Bon, de pouvoir réajuster le lot, ça peut être quelque chose d'intéressant. Si on se rend compte, ouah, il y a 30% de refus, c'est qu'on s'est loupé, il faut avoir du monde en rap, quoi. Parce qu'on ne peut pas enlever de fourrage. Une botte de foin, c'est une botte de foin. Donc avoir des animaux qui peuvent venir compléter le lot. Dans la pratique, ça peut être quelque chose. Justement, pour répondre à toutes ces questions, il y a un projet avec plein de partenaires et plein d'autres fermes expérimentales et des lycées agricoles qui vise à tester justement des modalités de ball grazing hivernal, estival, et aussi avec de l'enrubanage sur différentes catégories animales, donc des vaches, des génisses, Des vaches laitières. voilà, des vaches laitières, des vaches allaitantes, dans des contextes assez différents en termes de sol. Et donc là, justement, on va pouvoir aller encore plus loin sur les mesures et sur les recommandations derrière pour les éleveurs et pour les filières. Dernière question pour cette partie. Dernière question, si on peut aller encore plus loin sur la réduction de la charge de méca, stock sur pied, Ouais. du coup, vous avez des résultats là-dessus? Ouais, on a des résultats. Donc le stock sur pied, on fait sur des bovins adultes, parce que là, c'est vraiment c'est des choses très grossières, à valeur nutritive vraiment beaucoup moins importante. On ne s'est pas donné l'ambition de tester sur des animaux en croissance, parce qu'en fait, sur la période estivale, on a des vaches gestantes, taries, et qui est le modèle animal qui se comporte le mieux face à ce type de fourrage. Et ça se passe super bien. C'est-à-dire que là, on a aussi des taux de... Donc, c'est l'idée de... Au lieu de faire du foin au mois de juin et de le distribuer au mois de juillet, on le laisse sur pied, on a 5 tonnes de matière sèche sur pied et on fait ingérer ça au filament. Et avec des vaches adultes, on a des taux de valorisation, mais 98%. Quoi. Enfin, ça se passe trop bien. Là, on maîtrise bien le truc maintenant en termes de chargement. Des chargements instantanés très forts, 150, 200 UGV par hectare. Ça paraît surprenant, mais ça rase tout. La question qu'on a là, qu'on va traiter à partir de l'été prochain, d'un point de vue recherche, c'est OK pour le foin sur pied, ça marche. Est-ce qu'il faut qu'on ait une stratégie sur le résiduel? Est-ce qu'il faut qu'on rase ou est-ce qu'il faut qu'on laisse un peu de biomasse pour potentiellement favoriser des repousses derrière? Parce qu'en tant que tel, la technique, elle marche super bien, ça n'y a pas de souci. Avec des animaux adultes. Autre chose aussi, c'est quelle flore est adaptée à être en capacité de faire du foin sur pied. Sur des modalités où on a davantage de fétuques, là, on va être sur une plante qui va être capable de conserver des valeurs nutritives avec ses feuilles assez longtemps et qui sera plutôt bien adaptée à ce genre de pratique. Avec du raisin anglais, ça sera plus compliqué. Super, bon, on vous remercie. On vous donne rendez-vous dans 10 minutes pour ceux qui veulent, pour parler croisement.